Et puis, je vous propose qu'on démarre, puisque vous êtes au rendez-vous. On est ravis de vous accueillir pour les webconférences du Sefer Internet Day. Ça fait la 3e année maintenant que Internet sans crainte, qui coordonne l'événement, propose des webinaires pour vous permettre, parents de chez vous, de pouvoir aller à la rencontre d'experts qui viennent jusqu'à vous dans votre salon pour pouvoir vous répondre à vos questions, parler des pratiques numériques de vos enfants. Et surtout, c'est l'objectif de ce soir, vous apporter des conseils très concrets, de parler de ce qui va, de ce qui ne va pas aussi, d'identifier les problématiques et surtout de vous aiguiller, de vous outiller. Donc, je vais laisser, moi, la parole à Louisa, qui va vous accompagner ce soir. Avant, je vais vous donner des petits détails techniques. J'ai vu que vous l'aviez vite repéré, vous avez un espace de chat sur la droite qui va vous permettre de poser vos questions. On a une équipe de modération qui les regarde, qui les collecte, et on va dédier du temps, bien sûr, à répondre à ces questions. Pour ceux qui ne peuvent pas, on va passer 3 heures ensemble à partir de maintenant, puisqu'on enchaîne 3 webinaires sur les thèmes s'amuser, communiquer, s'informer. Mais si vous n'avez pas la possibilité de rester jusqu'au bout, cette webconférence est enregistrée et elle sera proposée en replay. Et juste après la conférence, vous retrouverez aussi sur la page dédiée un guide avec les conseils et toutes les ressources qui vous sont présentées ce soir. Donc, je vous remercie tous d'être si nombreux et je laisse la parole à Louisa. Merci beaucoup, Axel. Donc oui, bonsoir à tous, bienvenue. Ça va être super. Vous allez voir, on va parler d'Internet. Ça va être très intéressant et j'espère que vous pourrez avoir des informations qui vous seront utiles pour accompagner vos enfants. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais toute petite, je jouais à la corde à sauter, je chassais les papillons, je faisais de la broderie, même si je ne suis pas si vieille, mais c'est vrai qu'Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nos enfants, pour jouer, ils se tournent vers le numérique, vers les plateformes, les jeux vidéo de toutes sortes. Et l'idée, c'est pas de diaboliser ça, c'est pas de paniquer, vraiment, tout va bien. L'idée, c'est de les accompagner dans ces pratiques. Alors, je vous donne quelques chiffres pour dresser un petit peu l'état des lieux des Français et des jeux vidéo. Je prends ma petite anti-sèche juste à côté et je lis que 7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo, que 53% d'entre eux jouent une fois par semaine, que 37 millions de joueurs en France, qu'on a 37 millions de joueurs en France, et que 95% d'entre eux ont entre 10 et 17 ans. Alors, ces chiffres ne vous sont pas inconnus. Nicolas, on a avec nous Nicolas qui travaille au CEL. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer ce que c'est le CEL ? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de votre invitation. Donc le CEL, cet acronyme un peu étranger à tout le monde, donc je vous l'explique, c'est les grands éditeurs de jeux vidéo, tout simplement, qui sont représentés en France à travers cette association. Alors, vous êtes très bien placé pour nous parler des enfants et des jeux vidéo. Dans un premier temps, j'aimerais savoir quelles sont les pratiques, qu'est-ce que pratiquent les jeunes, quels sont les jeux vidéo qu'ils pratiquent. Oui, je pense que c'est intéressant pour entrer dans ce débat aussi de savoir à quoi prioritairement les enfants jouent et vous allez voir que parfois on a des intuitions qui ne sont pas forcément les bonnes. Alors, les enfants jouent massivement aux jeux vidéo, ça, vous avez donné l'information. C'est vrai que 7 Français sur 10 jouent, mais 95% des 10-14 ans jouent et on est un tout petit peu moins quand on est dans la tranche 14-17 et on descend ainsi de suite. Plus on monte en âge, le pourcentage descend, mais c'est vrai que les 10-14 notamment sont des joueurs pour la plupart occasionnels, pas réguliers. Il faut aussi faire la distinction. On pourra regarder ce que ça signifie. Il ne faut pas penser que dans ce 95%, ce sont des enfants qui passent le plus clair de leur temps sur les jeux vidéo. Ça peut être une occupation, un temps parmi d'autres dans leur loisir. C'est la plupart du temps le cas. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est que les enfants très majoritairement pratiquent le jeu vidéo comme un loisir social. C'est-à-dire qu'en fait, l'irruption d'Internet dans le jeu vidéo, les enfants s'en sont emparés encore plus que les adultes qui, plus on monte en âge, plus on va jouer en solo, en mode solo, par exemple faire des aventures sans forcément se connecter. Évidemment, des adultes jouent aussi aux jeux en ligne, mais ce qu'on constate chez les enfants, c'est qu'il y a vraiment un très gros appétit quand on joue aux jeux vidéo d'essayer assez tôt de se connecter.
pour le meilleur, pour le pire. Il y a des parents sans doute qui nous suivent, donc la connexion veut dire l'interaction avec d'autres, soit des enfants qu'on connaît à l'école, soit évidemment les cousins, les cousines, la parenté, mais aussi peut-être des gens à l'autre bout du monde. Ce qu'on regarde encore plus, nous, dans notre étude chaque année, ce qu'on constate, c'est que non seulement les enfants jouent de plus en plus en connecté, en ligne, mais, et c'est plutôt un élément de réassurance, 2 fois sur 3, ils vont jouer avec des gens qu'ils connaissent dans la vraie vie. En tout cas, je parle des 10-14 ans. Ils vont aller rechercher des copains de la cour d'école ou des copains de leur environnement proche ou des membres de la famille pour se connecter le temps d'un jeu et se défier sur leur jeu préféré. Donc, il ne faut pas partir tout de suite avec une intuition de dire le jeu en ligne, c'est forcément ça. Il y a des contre-intuitions aussi. C'est-à-dire que voilà. Et ce qui est intéressant, et je ne veux pas être trop long sur ce volet-là aussi. C'est un élément qui est assez rassurant pour les parents qui s'inquiètent des pratiques de leurs enfants. C'est-à-dire pour la plupart, entre 10 et 14 ans, c'est avec des gens qui connaissent. Plus ils sont jeunes, alors les enfants aiment le jeu en ligne, plus que les adultes, ça c'est une idée qu'il faut retenir. Ensuite, dans ces enfants-là, plus ils sont jeunes, plus la connexion aux autres va être avec un cercle très proche et des gens qu'ils connaissent, des amis qu'ils connaissent dans la vraie vie. Ça, c'est ce qu'on constate année après année et encore dans la dernière étude que le CEL a conduit et qu'on suit de très près. Donc oui, ça c'est plutôt un élément rassurant. Et puis il y a un dernier élément, c'est que ça casse aussi l'idée que quand l'enfant, et je ne recommande pas du tout cette pratique-là, mais quand l'enfant ferme la porte de sa chambre pour jouer à un jeu vidéo, on a tendance à dire « Ah, il s'enferme pour jouer à un jeu vidéo ». Ben, pas tout le temps, pas tout le temps. Si on se renseigne à quel jeu il joue, comment il va jouer, avec qui il va jouer, il n'est pas enfermé. Sur l'heure de jeu qu'il va passer à jouer, en fait, par définition, il va peut-être jouer avec 5-6 copains que vous connaissez par ailleurs et avec qui il a passé juste une heure à s'amuser. Donc, il y a une dernière idée qu'il faut tuer aussi, c'est que le jeu vidéo, par définition, enfermerait. Non, le jeu vidéo se sert beaucoup, et notamment chez les plus jeunes, à rejoindre d'autres, à rejoindre ses amis et à jouer ensemble. Donc voilà, c'est la première un petit peu idée contre-intuitive qu'il faut aussi casser. Évidemment que je ne nie pas qu'il puisse y avoir des jeux qui ne fonctionnent pas sur ces mécaniques-là et que certains enfants aiment et jouent autrement. Mais en tout cas, la très grande majorité des enfants, des 10-14, jouent plutôt comme ça. Ce qui est intéressant et qui peut rassurer les parents qui nous regardent ou alors attirer leur attention, c'est que pour le coup, si on est dans une espèce d'encadrement de la pratique de nos enfants, à partir du moment où on voit qu'ils jouent avec des personnes qu'ils connaissent, on peut être un petit peu plus rassuré ou peut-être même les orienter en disant « Attends, et si tu jouais avec tes copains de classe » ou etc. parce que c'est une manière aussi de faire. Enfin bon. Voilà, je ponctuais un petit peu votre propos. La deuxième question, c'est qu'il y a à boire et à manger sur les jeux auxquels ont accès les enfants. Comment le parent peut choisir, encadrer, aider à choisir le jeu vidéo de son enfant? Alors, je vois Joe dans le chat qui dit que pendant qu'on discute, son fils est sur Minecraft. J'aime beaucoup l'idée de réagir aussi avec le chat. Alors, non seulement on peut choisir le jeu vidéo auquel son enfant joue, mais je dirais qu'on doit s'intéresser à ce à quoi son enfant joue. Et nous, c'est tout le combat. Et là, peut-être qu'on sera alliés aussi des parents qui nous écoutent. L'industrie du jeu vidéo et les éditeurs de jeux vidéo ne cessent de dire que l'accompagnement de la pratique du jeu vidéo, elle passe aussi par un intérêt grandissant de la famille sur ce qu'est la passion de son enfant. Si l'enfant est passionné par le jeu vidéo, on peut vouloir le détourner de ce loisir-là, mais on peut aussi essayer de s'y intéresser et de savoir à quoi il joue. Est-ce qu'il y a des jeux qui sont peut-être plus passionnants que d'autres? Est-ce que nous, en tant que parents, on a la place dans ce temps de jeu pour essayer peut-être de jouer avec lui ou avec elle? Voilà, c'est des choses. Moi, je crois beaucoup aussi à cette génération, sans faire du jeunisme, mais des 35, 40, 45 ans aussi. Il y a une nouvelle génération de parents qui ont une première culture du jeu vidéo quand ils étaient jeunes, donc qui sont peut-être moins étrangers aussi à ce média-là et qui du coup peuvent aussi en faire un temps de famille. Le confinement a vraiment remué beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont remis une console au milieu du salon et qui se sont dit tiens, je vais reprendre le temps d'une après-midi pluvieuse ou d'une après-midi de confinement, une petite partie contre mes enfants pour montrer que je suis pas si nul. Voilà, donc en fait, je pense il y a du contrôle parental, hein, on y viendra peut-être. Il y a tout un paramétrage sur toutes les consoles. On peut paramétrer le temps de jeu de son enfant, ce à quoi il joue. On peut avoir un petit reporting sur son téléphone de manière très simple sur à quoi il a joué toute la semaine. Donc, tous ces outils, ils existent. Ils peuvent faire peur parce que, voilà, dès qu'on parle du numérique, on a l'impression que ça fait peur. Mais ces outils très simples
ils ont été mis en place sur les 3 consoles du marché, on pourra y revenir. Mais en plus, la cerise sur le gâteau, moi que j'incite vraiment les parents à faire, c'est essayer, comme on fait l'effort de s'intéresser à quelle a été la dernière lecture de son enfant, quelle a été, essayons de nous intéresser au contenu du jeu auquel il a joué. Juste, ça parlait de quoi, quelle était l'action, etc. Et rien que ça, je pense que c'est manifester de l'intérêt à ce que fait son enfant et mieux comprendre le jeu vidéo. Le contrôle parental est en effet l'allié du parent. Alors, pour ceux qui se disent, mais attends, mais qu'est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Comment je fais? Est-ce que, Nicolas, vous pouvez les rassurer? Est-ce que c'est si compliqué que ça? Non, 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 c'est pas compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est dans la slide. On peut peut-être aborder en même temps Allez, vous posez la les question. deux questions. Ouais. Ah bon, d'accord. Alors, Voilà. le contrôle parental peut-être d'abord pour que ce soit bien clair dans l'esprit des gens et des parents qui nous écoutent. Le contrôle parental, moi, c'est une incise. Normalement, je le fais pas, mais je le fais quand même. J'ai 2 petits garçons de 7 et 10 ans. Je suis dans le jeu vidéo et je défends le jeu vidéo toute la journée. Pour autant, c'est pas jeux vidéo à tous les étages. Je veux qu'ils lisent, je veux qu'ils aient d'autres loisirs. La vie est faite de bien des loisirs, il faut les ouvrir à tout. Mais quand on veut suivre ce que fait son enfant en matière de jeux vidéo, il y a des outils très simples qui existent sur les 3 consoles. Les 3 ont le même fonctionnement, c'est-à-dire que quand vous allumez la console, on va vous demander de créer un profil, comme sur d'autres interfaces, de créer un profil, soit pour votre enfant, soit pour vous-même. Et en fait, c'est très important de prendre le temps de ces 5, 6, 7 clics de paramétrer le profil de votre enfant. C'est par ce paramétrage qu'ensuite tout va être relativement cadré dans ce qui va se passer. Tout, évidemment, ça ne veut pas dire que la technologie emporte le dialogue que vous devrez avoir avec votre enfant. Ce n'est pas en décochant un bouton que tout est réglé. Mais en 5-6 clics sur les 3 consoles actuellement du marché, il suffit de ne pas se détourner de cette petite obligation parentale à faire au début, on allume la machine. Il faut rentrer l'âge de son enfant. Et à partir du moment où vous avez rentré l'âge de votre enfant et le pseudonyme que vous allez donner au nom du compte qui correspond à votre enfant, eh bien, ça va automatiquement paramétrer une bonne partie de la console et notamment parce que comme on fonctionne avec des jeux qui sont labellisés PEGI, PEGI c'est la classification par âge, tous les jeux ont une classification par âge. Les consoles, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est une fois que vous avez créé un profil et que vous avez indiqué que votre fils a 8 ans, eh bien, en fait, automatiquement, sur la plupart des consoles, il y en a une où vous devrez le renseigner manuellement, mais la plupart vont de fait lui permettre de jouer à des jeux qui sont PEGI 3 ou PEGI 7, mais pas à des jeux PEGI 12, PEGI 16, PEGI 18, qui ne Alors, sont pas de son âge. Donc, il faut paramétrer la console. C'est vraiment une priorité. juste pour simplifier, en gros, à partir du moment où on crée le profil, on a des paramètres par défaut qui vont nous permettre à la fois de contrôler le temps, le type de jeu, de savoir sur vos téléphones portables, vous pouvez avoir un reporting des pratiques de vos enfants. Donc voilà, c'est vraiment pas si En compliqué. fait, vous créez, j'ai été trop compliqué, Louisa. En fait, vous créez juste un profil en 5 clics, le profil de votre enfant, et on vous demande juste quelques questions qui sont pas très intrusives. La date de naissance principalement, c'est ça qui va vraiment être décisif. Et ensuite, une fois que ce compte est créé, vous pouvez avoir une déclinaison sur votre téléphone. Au-delà du fait que vous avez paramétré la console, ce qui est bien pratique, c'est d'avoir une petite application gratuite qui est téléchargeable via l'App Store ou via quel que soit le store sur lequel vous êtes. Chez Google, ça marche pareil. Vous téléchargez l'application correspondante, Nintendo, Sony ou Microsoft Xbox, et vous allez avoir, et gratuitement, vous allez avoir juste à rentrer l'email et le mot de passe qui correspond au compte de votre console. Et là-dessus, vous pourrez être alerté même à distance au travail. Si votre enfant, par exemple, se connecte à un horaire où il ne doit pas jouer à la console, ou vous ne l'avez pas autorisé, vous allez avoir une petite alarme où ça va vous indiquer il n'a pas pu se connecter, mais il a essayé, etc. Donc, ça, c'est très facile à mettre en place, c'est assez ergonomique, voilà, très facile à paramétrer. Il ne faut juste pas baisser les bras au moment de l'achat de la console. C'est lors de la première activation qu'il faut installer ça et ensuite les outils sont là. Et la super bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir des liens et plein d'informations pour pouvoir vous renseigner un petit peu plus sur le contrôle parental, sur le reporting de ce webinaire. Vous avez évoqué le PEGI. Alors, qu'est-ce que c'est que le PEGI? C'est aussi un outil qui est à disposition des parents.
Ouais, PEGI, en fait, ça existe depuis 2003, donc c'est quand même très ancien. C'est de plus en plus regardé par les parents, je dois dire, mais et il faut le regarder de plus en plus. En fait, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une signalétique qui est à destination de tout le monde et qui est visible sur tous les jeux. Il n'y a pas un jeu qui sort qui n'a pas le PEGI. PEGI, c'est le nom de, en fait, Pan-European Game Information, et c'est la classification, pour faire simple, où vous allez avoir deux informations très claires. L'âge qui est indiqué pour jouer aux jeux vidéo que vous venez d'acheter ou souhaitez acheter pour votre enfant, et un petit descripteur. Il y en a 8 actuellement. Un petit descripteur. Parfois, ils sont cumulatifs, hein, vous pouvez en avoir 3 sur le jeu ou 5, qui vous dit un petit peu plus, qui vous dit en un regard, bah, attention, il y a des contenus un peu particuliers dans ce jeu. Voilà, donc regardez à la fois l'âge et le descripteur, c'est très important au moment de l'achat. Et peut-être dernière indication, le descripteur, l'âge, c'est quelque chose de très important. Ça ne préjuge pas du tout, c'est pas du tout le positionnement sur la difficulté du jeu à jouer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des jeux assez compliqués à jouer en termes de ce qu'on appelle gameplay, c'est-à-dire vraiment la manette, c'est assez dur de progresser dans le jeu et qui sont pour autant classés 3 ou 7. Il n'y a pas de difficulté. Vous pouvez avoir des jeux où la mécanique de jeu est très simple mais qui sont classés 16 ou 18. C'est vraiment les images qui sont projetées aux enfants ne correspondent pas à un âge, voilà, cet âge qui est recommandé par nous. Et comme on peut le voir, en effet, c'est très simple, c'est schématique. On peut tout de suite voir et l'âge et la dangerosité du jeu. Donc, n'hésitez pas à vous référer à ces petits sigles. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais en profiter. Hein, comme on a le chat, je vais vous poser la question. Est-ce qu'il y en a parmi vous, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui avez déjà mis en place le contrôle parental? Dites-nous sur le petit chat, on verra. Est-ce que ça a été compliqué? Oui, non. Voilà. On va enchaîner parce que malgré Alors, tout… je vais reprendre la parole, Louisa, parce qu'on a justement un petit questionnaire à poser à nos participants. On a justement cette question à leur proposer. Donc, vous avez un espace, vous allez voir inscrit Pause, et vous allez voir un sondage qui va apparaître dans quelques instants, et on vous invite justement à y répondre pour voir si vous avez déjà installé un contrôle parental sur la console de vos enfants. On vous laisse quelques instants pour répondre. Prenez votre temps. Vous entendez le roulement de tambour? Non? Oui, alors nous, je vois encore les chiffres bouger. J'attends que ça se stabilise un peu. On va continuer en attendant d'avoir les retours. Et on va afficher les résultats. Vous les voyez à l'écran. Attention. Donc, quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, je vais vous laisser les participants réagir. 61% ont déjà installé. Bravo. Et 31, en fait, non, mais parce qu'ils ne savaient pas que c'était possible. Donc, merci pour cet éclairage, Nicolas, parce qu'effectivement, c'est un constat que l'on a aussi quand on rencontre des parents, c'est que autant on connaît le contrôle parental souvent sur l'ordinateur et sur le smartphone, et on se rend compte que parfois sur le smartphone, c'est pas connu, mais celui qui est complètement oublié, c'est la console. Oui, non, totalement. Et loin de nous, l'idée, je voyais dans les chats, enfin, le point n'est pas de dire que l'industrie du jeu vidéo a fini le travail qu'elle doit faire sur la création d'un environnement sain et sûr, on va dire, pour les enfants. Le travail, il est continu, hein. On ne dit pas qu'on est arrivé. Mais par rapport à d'autres acteurs, je tiens vraiment à avoir cette conférence aussi pour le dire parce que j'y insiste, il y a beaucoup de dangers sur l'environnement en ligne avec des nouveaux acteurs aussi très nouveaux, des messageries privées, un univers du streaming, un univers qui s'est développé sur la culture du jeu vidéo, mais il ne faut pas tout confondre. C'est-à-dire que les acteurs du jeu vidéo, c'est-à-dire les acteurs de la console, les acteurs qui créent du jeu vidéo, qui en proposent aux enfants, qui en proposent aux adultes, c'est pas parfait, mais oui, ils ont mis en place des outils à destination des parents pour gérer le temps de jeu et gérer le contenu auquel vos enfants jouent. Ces outils, ils sont là.
ils peuvent être améliorés, mais on a besoin de vous, de Tralalaire, d'occasions comme ça et des pouvoirs publics pour les faire connaître. Ils ne sont pas à mettre en place, ils sont en place. Il faut vraiment nous aider, voilà, à les promouvoir. Et l'intérêt même de notre industrie, vraiment, j'insiste là-dessus, ce n'est pas, contrairement à des mécaniques de réseaux sociaux ou à d'autres mécaniques, notre intérêt est vraiment que les enfants passent un bon temps quand ils jouent. Ce n'est pas notre intérêt même commercial que de faire l'inverse. Donc l'intérêt presque sociétal et l'intérêt des parents rejoint l'intérêt même presque commercial aussi de l'industrie du jeu vidéo. On a intérêt à ce que les parents et les enfants passent un moment tout à fait agréable et souhaité comme ils le souhaitent. Donc c'est vrai que parfois on est emporté, le jeu vidéo, je le dis, sur une vision globale de tous ces acteurs-là, mais il ne faut pas confondre tous les acteurs. Voilà, il y a aussi des gens qui croient au contrôle parental et au fait que les parents peuvent être des alliés. Et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est plus l'Internet se développe et plus on cherche des manières de faire en sorte de les accompagner au mieux dans leur pratique et dans le jeu vidéo aussi. Alors, forcément, on se pose des questions. Forcément, étant parent, on s'inquiète. Heureusement, on a des spécialistes, des psychologues cliniciens qui s'intéressent à ces questions-là. Aujourd'hui, on a avec nous Vanessa Lalo. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors Vanessa, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les inquiétudes principales des parents concernant les enfants et le jeu vidéo? Je ne t'entends pas, Axel. Pardon, par politesse, j'avais coupé mon micro. Je disais que justement, on voulait savoir avant si c'était un sujet qui vous inquiète, justement la pratique du jeu vidéo de vos enfants. Donc, on a de nouveau un petit sondage avant de donner la parole à Vanessa. Il va apparaître dans quelques instants, donc dans l'espace pause, hein, parce que j'ai vu dans le chat que certains ne voyaient pas forcément où étaient les chats, les sondages, pardon. Donc, on voit encore quelques réponses, mais on voit que le oui l'emporte quand même énormément. Je vois dans le chat que les personnes ne voient pas le résultat. Il faut cliquer sur Pools. Il faut cliquer sur Pause pour voir. Alors là, c'est normal que vous ne voyez pas encore le résultat puisque je vois que ça bougeait encore. Le sondage va normalement s'afficher et si jamais vous ne le voyez pas, je vous annonce les résultats. On est sur 70% qui indiquent qu'effectivement, la pratique des jeux vidéo inquiète. Alors, c'est pour ça qu'on a fait une webconférence sur ce sujet, pour justement répondre à vos questions et aborder ce sujet-là, et non à 30%. Mais je pense que du coup, c'est une bonne transition pour vous, Vanessa. Comment on peut les rassurer, Vanessa? Quelles sont les principales inquiétudes et comment on peut rassurer les parents? Alors, les principales inquiétudes, est-ce que je les liste d'abord et j'y réponds après ou est-ce que... Comment ça? Alors, en général, les grosses inquiétudes des parents, c'est bien sûr le temps passé et l'addiction. Ça, c'est le sujet principal pour lequel on vient me consulter et qu'on a tendance à entendre un petit peu partout lors de nos interventions. Il y a la question de la violence dans les jeux vidéo aussi qui revient beaucoup. Ça a été répondu en partie par Nicolas Vignol avec le PEGI, mais on pourra y revenir après. Et la question de l'isolement, j'ai vu aussi des commentaires sur le chat à ce sujet, donc on voit que c'est quand même une préoccupation. D'ailleurs, c'est étonnant, personne n'a parlé du temps passé là dans le chat, il me semble, alors que pourtant c'est vraiment la question générale principale qui est abordée. Puis il y a aussi la question des dépenses d'argent et des mauvaises rencontres qui revient assez régulièrement, mais je suis pas sûre qu'on aura le temps de tout traiter dans le temps imparti si on veut traiter les autres réponses. Donc, voilà, je vais prendre un peu dans l'ordre. Au niveau du temps passé et de l'addiction, il faut bien savoir déjà que l'addiction aux jeux vidéo qui a été identifiée par l'OMS il y a quelques années, c'est quelque chose qui ne comporte pas de consensus scientifique. On est beaucoup à dénoncer qu'en fait finalement il s'agit la plupart du temps de problématiques psychopathologiques comme la dépression, les troubles anxieux, les phobies sociales, les phobies scolaires, la bipolarité aussi, mais chez les très jeunes, ça se voit assez peu. Certaines schizophrénies aussi peuvent montrer pointer leur nez de cette manière. Donc, quand on voit des cas qui sont vraiment pathologiques, en général, c'est pas lié à de l'addiction, c'est plutôt lié à des problématiques sous-jacentes psychopathologiques qui sont bien plus importantes et qu'il faut pas négliger en disant addiction.
Hein, il y a des troubles chez certains, mais il faut pas les méconnaître au profit d'une addiction à l'écran, parce que beaucoup d'enfants, de jeunes vont faire ce qu'on appelle des stratégies d'adaptation. C'est-à-dire que si on a un trouble anxieux, par exemple, on va aller se réfugier dans son ordinateur, dans ses réseaux sociaux, dans ses jeux vidéo, pour trouver une sorte de réconfort à un moment, mais c'est vraiment une adaptation à un trouble, et auquel cas il faut pas confondre voilà un excès, on va dire, de jeu avec une problématique spécifique. Donc, si vraiment on rencontre des soucis, qu'il y a une souffrance chez l'enfant qu'on reconnaît en tant que parent, il faut aller consulter, bien entendu. La plupart du temps, en fait, l'addiction, elle sera pas du tout avérée, d'autant plus que les critères de l'OMS disent qu'il faut vraiment qu'il y ait un désinvestissement massif de la vie personnelle, familiale, scolaire, etc., sur une durée d'au moins 12 mois. Chez un enfant, 12 mois, c'est très très long. Ça fait des enfants qui seraient très marginalisés, auquel cas, donc attention, ne confondons pas ce qu'on va appeler au quotidien notre addiction au café, au fromage, aux séries, aux livres, etc., et aux jeux vidéo, avec un trouble avéré. De l'autre côté, les enfants, les ados, d'autant plus, vont être en excès. C'est le principe même des enfants, enfreindre les règles, être excessif. Donc, un enfant ordinaire, voilà, va être en excès. C'est pour ça que moi, je préfère parler de pratiques excessives, parce qu'on médicalise pas, on pathologise pas quelque chose dans un comportement chez l'enfant qui finalement est peut-être tout à fait ordinaire, avec une société qui a bien entendu changé et dans laquelle les parents se reconnaissent pas parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes été éduqués avec des règles concernant les écrans et les jeux vidéo. Donc ça, c'est un point aussi qui très souvent est compliqué dans la parentalité. On n'a pas été éduqué avec, donc comment cadrer et limiter finalement. Un dernier point sur ce sujet-là, la notion de temps passé, c'est quelque chose qui inquiète énormément les parents. Je pense qu'il faut faire attention plutôt à la qualité qu'au temps, au quantitatif. La question, c'est est-ce que l'enfant, le jeune, l'ado est en train de s'enfermer dans quelque chose qui est délétère, qui n'a pas d'intérêt dans sa construction, dans ses marqueurs d'identité, dans ses valeurs citoyennes, etc., et que c'est vraiment une pure perte de temps, ou est-ce que l'enfant est dans du lien social, qu'il est en train d'apprendre autrement, qu'il développe sa culture, qu'il est voilà dans des ramifications avec ses copains. Ça, c'est vraiment peut-être les questions principales à se poser. Est-ce que ça a un intérêt pour mon enfant malgré mon manque de connaissances personnelles en tant que parent ou malgré mon désintérêt vis-à-vis des jeux vidéo? C'est une culture populaire très importante chez les enfants. Bon, après, je suis en train de m'étaler un peu trop sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents pour que leurs enfants puissent profiter au mieux des jeux vidéo? Parce qu'en gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas diaboliser, que l'idée, c'est d'être attentif à ce qu'ils pratiquent, que parfois, ça peut même les aider. Comment les parents peuvent accompagner leurs enfants à profiter au mieux des bienfaits en tout cas de l'utilité des jeux vidéo? Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de s'intéresser à ce qui intéresse les enfants. Donc, si c'est les jeux vidéo, on va s'intéresser aux jeux vidéo, tout comme on va s'intéresser au foot si on déteste le foot, comme on va s'intéresser aux différentes activités qui passionnent ces enfants. Parce que sinon, on passe à côté de 25 à 50% d'un pan de leur vie. Donc ça, c'est essentiel en fait de savoir à quoi ils jouent, avec qui, qu'est-ce qu'ils y font, est-ce que ça leur apporte quelque chose, de pousser les jeunes à verbaliser. Alors après, tout dépend des âges. Chez les tout petits, chez les petits, avant 10 ans, on va dire, on va les pousser à verbaliser leurs expériences vécues, leurs émotions, vérifier que tout se passe bien, qu'ils font pas justement des mauvaises rencontres éventuelles, qu'ils sont à l'aise avec ce qui se passe, que certains enfants arrivent pas vraiment bien à gérer leurs frustrations, leurs émotions non plus, donc ils ont besoin des parents également. Donc voilà, accompagner vraiment les plus jeunes, essayer de jouer ensemble si on peut. Mais bon, beaucoup de parents n'ont pas forcément envie de jouer avec leurs enfants parce qu'ils se sentent mal à l'aise avec tout ça, parce qu'ils se sentent en échec aussi dans leur parentalité. Les enfants sont meilleurs qu'eux d'un point de vue technique. Bon, après, il n'y a pas d'échec. On n'est jamais en échec. Finalement, c'est très bon aussi pour la dynamique familiale à certains moments de perdre une partie face à ses enfants, de rebattre un peu l'écart de la dynamique. Voilà, ce qui est important pour moi, c'est de mettre en collectif en fait tout ça, de passer des moments avec ses enfants, soit à jouer ensemble, soit au moins à regarder des vidéos sur YouTube ou sur Twitch pour savoir quels sont leurs environnements préférés, pouvoir avoir un support de discussion, mieux comprendre en fait leurs univers, leur langage. Après, bon, on peut conseiller aussi aux enfants d'être pédagogues avec leurs parents et de leur expliquer les mots parce qu'ils aiment bien leur montrer qu'ils sont en échec, montrer le fossé générationnel aussi. Mais voilà, c'est pas les jeux vidéo, si vous voulez, ils apportent aussi un certain nombre d'opportunités
au niveau du cérébral, hein, même dans les connaissances en termes d'apprentissage. Après, pas toujours, hein, bien entendu. Je suis pas en train de faire la promotion absolue. À certains moments, c'est pas toujours très très intéressant, mais la plupart du temps, les jeux vidéo vont apporter quand même du lien social, des bénéfices cognitifs, hein, comme tout ce qui va être de l'ordre de l'attention, la concentration, la mémorisation, la planification stratégique, l'acuité visuelle, les capacités visio-spatiales, l'habileté psychomotrice. Ça a été prouvé par des études scientifiques. Donc, on peut s'appuyer aussi sur ces éléments-là. On ne va pas toujours gagner en cerveau, on va dire, quand on joue, mais en tout cas, on ne perdra pas de morceaux de cerveau. Ça, c'est important aussi, ça rend pas débile. Résumé, pardon Vanessa, on peut dire qu'en fait, comme pour tout, la communication est une clé. Le parent doit communiquer aussi sur le sujet des jeux vidéo avec son enfant, s'y intéresser, si possible jouer avec lui. Je sais que Nicolas Vignol, qui est parmi nous, joue très souvent avec ses enfants. Il me l'a dit en off. Donc voilà, il peut y avoir énormément de bénéfices pour jouer avec ses enfants et de toute façon communiquer, s'intéresser à leur pratique, à ce qu'ils font, à ce qu'ils aiment. C'est essentiel. Merci beaucoup, Vanessa. On a justement avec nous ce qu'on appelle une gameuse, donc une jeune femme qui joue. Kim, tu as 20 ans, tu es étudiante à Sciences Po. Preuve qu'on peut être accro aux jeux vidéo, je mets de grosses guillemets, et être une tête, parce que c'est pas simple de rentrer à Sciences Po. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, Kim? Dis-nous à partir de quel moment tu as commencé à jouer aux jeux vidéo. Enfin voilà, on t'écoute. Raconte-nous. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler en tant que joueuse de jeux vidéo et j'ai joué à certainement tous les types de jeux vidéo possibles. J'ai commencé à jouer à l'âge de 7-8 ans, donc quand même assez jeune. J'ai d'abord joué sur des consoles comme la Xbox, la Wii, la PlayStation, ainsi que la Kinect. Ça n'existe plus aujourd'hui, je pense. Ensuite, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à jouer sur les tablettes et les ordinateurs. Et aujourd'hui, je joue régulièrement sur tout type de support, ainsi que sur le téléphone. Alors, quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, j'étais quand même très intéressée. Je jouais environ 2 heures par jour, si ce n'est plus dans les périodes de vacances. Puis, quand je suis entrée au collège, mon temps d'écran était beaucoup plus important. Et au lycée, j'ai commencé à réduire ce temps et à me concentrer un peu plus sur les études parce que j'ai commencé à faire et à étudier des choses qui m'intéressaient vraiment. Ce qui m'a permis après de quand même entrer à Sciences Po Paris, qui est une université de sciences politiques. Et alors, j'aimerais revenir sur plusieurs choses que les autres intervenants ont pu dire, que je trouvais très intéressant et important. Comme le disait Nicolas Vignol, le jeu vidéo, en fait, c'est un lieu où les gens se retrouvent et partagent des choses ensemble. Vos enfants, ils connaissent certainement Discord, qui est une plateforme de discussion pour les jeux en ligne. Et là-dessus, il y a de réelles communautés qui se créent avec des discussions où il y a 100 personnes qui peuvent discuter tous les jours dessus. Et j'ai moi-même pu créer des amitiés grâce à Discord à travers les années en fait. Et ce sont devenus des amis avec qui je peux parler encore aujourd'hui. Donc, il y a une Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, les jeux vidéo, Kim? Excuse-moi de te couper. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu joues depuis l'âge de 6 ans. Quels ont été les points positifs de ta pratique du jeu vidéo? Alors, ça m'a permis de rencontrer des gens, comme j'ai été en train de l'expliquer, mais ensuite, c'est un passe-temps comme un autre. Ça m'a permis de développer en termes de compétences dans le repérage spatial, dans les réflexes, dans la capacité de maîtriser un environnement numérique aussi. Parce que jouer à un jeu vidéo en ligne, c'est installer son ordinateur, installer le jeu, comprendre le jeu, comprendre comment on y joue, développer des stratégies. J'ai joué à des jeux vidéo où on était censé éliminer l'adversaire, mais il n'y a pas que ces jeux. Et même pas du tout. Il y a plein d'autres jeux qui existent, des jeux de création, Minecraft, des jeux de survie, Subnautica ou sport, des jeux qui nous rappellent notre quotidien, les Sims, mais aussi des jeux d'aventure comme Wakfu. Et les jeunes, ils connaissent tous ces jeux, ils connaissent une large panoplie. Donc,
Les jeux de vidéo ne se résument absolument pas à Call of Duty, Battlefield ou Fortnite. C'est énorme la possibilité qu'on a en ligne, en fait. Tout existe et tout est possible. Donc, voilà. Et tu as été comment aussi confrontée, parce que souvent les parents s'inquiètent des risques auxquels peuvent être confrontés leurs enfants en jouant aux jeux vidéo. Ouais. Est-ce que toi, il y a eu des moments où tu t'es sentie en danger, où tu as été un petit peu violentée aussi par ta pratique? Oui, évidemment. Alors, je voulais d'ailleurs en parler, c'est très, très important parce que je suis une fille et quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, je n'avais pas vraiment conscience des problèmes autour du sexisme et de la misogynie. Et j'ai fait face à beaucoup de harcèlement, notamment du harcèlement sexuel, alors que j'étais assez jeune. Hein. Ça a surtout commencé quand j'avais 12-13 ans. Donc, ça a été très difficile de faire face à ça, mais j'avais des parents qui m'aidaient dans ma pratique et avec qui je parlais de ces choses-là. Et c'est vrai que, par exemple, il y a un chiffre qui est très important, mais il y a une majorité de femmes et de filles qui jouent en ligne, qui ont des pseudonymes masculins pour éviter de se faire insulter ou de recevoir des messages inappropriés parce que ce sont des filles ou des femmes. Donc, Ce qui est ça, ton cas. Ce qui est ton oui, cas. Tu as pris un exactement. pseudonyme masculin pour pas être embêtée. Donc, ça peut être un problème avec les filles qui jouent autant que enfin, il y a autant de joueurs en ligne, femmes que hommes. Donc, c'est de plus en plus populaire chez les filles. Il faut vraiment faire attention à ça avec ces petites filles et ces jeunes adolescentes qui peuvent faire face à vraiment beaucoup de violence. Moi, j'ai dû arrêter les jeux vidéo à cause de ça à un moment. Et là, tu parles des jeux vidéo qui sont pratiqués en ligne, donc avec des inconnus. Par contre, il y a des espaces dans lesquels tu peux jouer qui sont beaucoup plus sécurisants. Oui. Il y a des jeux qui étaient Par beaucoup exemple, plus comme sécurisants. j'ai commencé d'abord sur les consoles, c'est des espaces de jeux vidéo qui sont quand même assez sécurisés. Parce que on peut pas être tout le temps en ligne sur une console et puis on peut pas facilement envoyer des messages puisqu'on a des manettes, donc pas des claviers pour écrire. Donc, pour moi, ça a été une bonne manière quand même d'entrer dans le jeu vidéo parce que j'ai pas été tout de suite confrontée à la violence, tout simplement des comportements humains haineux ou des insultes. C'est vrai que pour moi, la console, c'est vraiment idéal pour les enfants qui adorent jouer, qui sont jeunes et qui adorent jouer aux jeux vidéo, mais qui sont pas prêts pour l'espace en ligne, parce que l'espace en ligne, c'est pas forcément des insultes, c'est aussi la pédocriminalité. Et en étant plus âgée, je suis active sur d'autres jeux qui sont plus considérés comme féminins, des jeux avec des chevaux, avec des Sims par exemple, voilà, ce genre de jeux vidéo. Et là, il y a des prédateurs. Et j'en ai vu, j'ai parlé avec ces gens. Donc, il faut vraiment être très attentionné avec ça et bien faire comprendre à l'enfant qu'un espace en ligne, on ne sait pas qui il y a derrière l'écran. Ça peut Alors, être sur une les personne espaces plus sécurisés, excuse-moi, sur les espaces plus sécurisés, est-ce que tu as des recommandations de jeux dans lesquels les enfants, à ton sens, peuvent jouer en toute sécurité, à recommander aux parents, par exemple? Est-ce que tu as des exemples? des jeux en ligne où ils peuvent jouer en sécurité ou des jeux sur la console, par exemple? Si tu as des exemples des deux, tu peux nous en donner. Oui, alors bon, moi, on l'entend partout, mais Minecraft, c'est le jeu qui va plaire à votre enfant. C'est le jeu où tout le monde joue. C'est un jeu qui est très sécurisé. Il peut jouer avec ses amis. Je trouve que c'est important aussi. Monsieur Vignol le disait, mais souvent, ils jouent avec leurs amis et c'est ça qui est le mieux pour un enfant, jouer avec ses amis. Minecraft, Subnautica, il y a Sport aussi. Il y a, bon, j'en ai déjà parlé, les Sims. Ensuite, sur les jeux en ligne, il y a Among Us, qui est très connu maintenant. Ensuite, je dirais que Brawl Stars est aussi un jeu sur tablette qui est plutôt pas mal. Vous allez aussi... Ouais, on en a déjà pas mal. Ouais, ça,
On en a J'essaie. testé pas mal et pareil, on vous mettra des petits liens comme ça, vous pourrez après le webinaire peut-être approfondir la connaissance de tous ces jeux qui sont un peu plus sécurisants. En gros, Kim, toi, tu ne regrettes pas du tout d'avoir joué aux jeux vidéo. C'est quelque chose pour le coup qui t'a aidé à te développer, à t'épanouir. Oui. Et puis même dans les moments difficiles de ma vie, ça a été vraiment un refuge, comme le disait Madame Vanessa. C'est vraiment important pour des enfants qui peuvent passer par des phases difficiles. Ça permet d'évacuer le stress beaucoup. Donc je regrette pas. Ça m'a pas empêché de faire des études prestigieuses et de continuer ma vie. Ouais, c'est super. Voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage parce que c'est hyper utile de voir, d'avoir une intervention de l'intérieur. Je vois beaucoup sur le chat des questions concernant justement le temps qui passe. Je vois, ah oui, mais moi, j'arrive pas à contrôler son temps de jeu. Ah, bah, moi, j'arrive pas. Alors, Nicolas, tout à l'heure, a évoqué le fait de pouvoir, à distance, couper, en fait, le jeu vidéo. Si je ne me trompe, Nicolas, c'est bien ça? Oui, après, moi, je suis pas là pour donner des recommandations. Après, les parents, en fait, exercent l'autorité parentale chez eux comme ils l'entendent. C'est pas à quelqu'un qui représente le jeu vidéo de dire comment on doit être parent. Moi, je dis juste les outils qui sont en place, qui sont à votre disposition, ils permettent de contrôler ce temps de jeu. Après, vous avez une console bien connue que je peux pas citer parce que je suis pas là pour promouvoir une console plutôt qu'une autre. Contrairement à Kim, je peux même pas citer des jeux. Mais en fait, sur une console bien connue et bien beaucoup pratiquée par les familles, etc., vous avez un bouton très simple, mais dont il faut discuter en famille avant de l'activer, qui est un peu l'Armageddon que moi j'ai utilisé dans ma famille pour mes garçons de 7 et 10 ans. C'est suspendre le logiciel. Vous avez un petit truc à décocher, ça s'appelle suspendre le logiciel. Et donc vous avez un semainier, un agenda, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vous dites par jour combien vous autorisez de temps, voilà, sur la console. Donc moi à la maison, c'est mercredi, samedi, dimanche qu'on peut jouer aux jeux vidéo. Et il y a des variantes selon s'il y a grève, s'il n'y a pas grève. Mais j'ai appliqué le suspendre le logiciel. Donc quand au bout d'une heure, le mercredi par exemple, le temps de jeu est fini, en fait à 5 minutes de la fin de la partie, lui a indiqué à mon fils que ça va couper. Et quand ça coupe, en fait, paradoxalement, je voyais qu'il y avait des notions de colère et d'agressivité chez les enfants, ce qui parfois vient avec, je laisserai Vanessa Lalo évidemment développer cette partie-là, mais qui peut venir avec aussi l'excitation que suscite le jeu, la recherche un peu de la compétition, etc. Il y a un temps pour se calmer après. Mais voilà, une fois que l'heure allait passer, moi, c'est peut-être propre à mes enfants, mais il accepte la règle parce que la règle, elle a été claire. À partir du moment où elle est claire, voilà. Donc, c'est possible de faire ça en tout cas. C'est possible. Trop long pour vous dire, mais c'est possible. C'est plein de bonnes nouvelles aujourd'hui, ça va vachement bien. Ce qui peut être aussi utile, c'est de collaborer, par exemple, d'amener les enfants à faire des ateliers autour du jeu vidéo, peut-être à créer des univers, à créer des codes. Je suis en train de faire une petite transition qui nous amène tranquillement vers notre prochaine intervenante, Aurélie. Aurélie, vous travaillez pour le coup de main numérique et vous avez monté des ateliers avec les jeunes autour du jeu vidéo. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre initiative? Exactement, oui, bonsoir. Donc, le coup de main numérique, très rapidement, c'est une association qui œuvre en faveur de l'inclusion numérique. Donc, très concrètement, ça consiste à accompagner tout usager, tout citoyen sur le numérique. Moi, précisément, au niveau du service éducatif, j'interviens dans les établissements scolaires et je mène des actions auprès des parents. Donc, en termes de sensibilisation, initiation et prévention, et également auprès des ados pour nourrir leurs pratiques, évoquer les bonnes pratiques, et les opportunités aussi effectivement qu'offre le secteur du numérique en général et spécifiquement concernant le jeu vidéo. Effectivement, étant ambassadeur Internet sans crainte, je voulais faire un retour sur une action terrain que j'ai menée autour d'une ressource très intéressante qui s'appelle Citizen Code et qui est basée, qui est centrée sur le jeu vidéo, puisque les collégiens appréhende grâce à cette ressource le numérique dans sa globalité et s'initie à la programmation.
Et c'est intéressant dans le sens où c'est effectivement basé sur la pédagogie ludique. Ça leur montre l'envers du décor aussi de leurs activités numériques. Ça leur permet de contextualiser, de s'approprier des connaissances par la créativité, de comprendre que l'univers numérique, en tout cas en l'occurrence le jeu vidéo, requiert, puisqu'ils expérimentent la création d'un jeu vidéo. Donc, ils acquièrent des compétences aussi. C'est-à-dire que exactement. Le jeu vidéo, ça peut aussi être un métier pour nos enfants. Exactement, ça leur montre effectivement pour une orientation éclairée, une meilleure compréhension des métiers du numérique et spécifiquement du jeu vidéo. Ça leur montre qu'une production numérique demande des compétences et du travail d'équipe. Et puis oui, ils développent des compétences et des savoirs par le biais d'actions comme celle-ci. Et c'est effectivement plutôt intéressant. J'ai pu échanger avec eux sur leurs pratiques de façon générale, les sensibiliser aux bonnes pratiques quand c'était le cas, et puis voilà, de façon. Ça a été une expérience assez concluante, on va dire. Complètement. Bon, ouais, super. Donc, il y a plein d'initiatives aussi comme ça qui existent. Le coup de main numérique, est-ce que les parents peuvent aller sur votre page? Est-ce qu'ils y trouvent des ressources? Alors, ils vont pas forcément trouver de ressources sur notre site à nous. Mon service étant une petite partie des actions que mène l'association. En revanche, sur le site internet Sans Crainte, je peux même laisser peut-être Axel rebondir, mais ils vont trouver pour le coup un nombre infini de ressources pédagogiques de qualité. Oui, Aurélie vient de parler effectivement d'une travail qu'on a fait ensemble, puisqu'Aurélie est une de nos ambassadrices, et c'est donc un outil Citizen Code que l'on a créé pour découvrir un peu l'envers aussi du décor, c'est-à-dire que nos enfants ont des pratiques numériques, mais ne savent pas forcément comment derrière un tel service ou tel jeu va être fabriqué. Donc là, c'est aussi une manière de les inviter à s'interroger aussi sur leurs pratiques, les amener à créer, et ça peut être effectivement pour des médiateurs, et pour vous aussi, parce que c'est une activité gratuite que vous pouvez retrouver chez vous, une manière aussi d'échanger avec eux. Donc, pour conclure, on a énormément de ressources à vous communiquer, à vous conseiller pour pouvoir accompagner au mieux la pratique de vos enfants. Axel, tu nous donnes quelques petits tips intéressants pour les parents? Oui, alors je voulais aussi dire, parce qu'on a, pour avancer, pour rester dans le timing, et vous les retrouverez dans le guide, Vanessa a fait des recommandations. Vanessa, je te laisse juste 30 secondes la parole pour dire la sélection de jeux, justement, parce que tu voulais proposer des jeux pour, je crois, partager des moments en famille aussi. Ça peut être une bonne occasion d'y ensemble. Oui, par contre, j'ai pas la diapo. Je vais te la remettre. C'est le moment technique du webinaire. Ouais. Donc oui, bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais pas m'étaler. Je vous ai sélectionné un certain nombre de jeux qui se jouent tous en coopération. Donc sur le mouvement dont on parlait tout à l'heure de jouer en famille, ça peut être l'occasion aussi de pas forcément s'affronter, mais de coopérer, d'être ensemble, d'expérimenter ce qui se passe en famille. Voilà, donc je vous ai sélectionné It Takes Two, Overcooked 2, Portal 2, Beeped, We Were Air, Heavenly Bodies et Unravel 2. J'ai plus les Peggy en tête. Je les avais marqués dans le guide, mais je ne on les retrouvera. Vous les retrouverez dans le guide pour que ce soit voilà. Pour que ce soit bien indiqué. C'est Peggy 12. Il y en a d'autres. Overcooked 2, je crois que c'est Peggy 3. Donc il y a une sélection qui va de 3, 7 à 12 dans les Peggy. Vous pourrez trouver de quoi jouer ensemble. Et pour moi, c'est vraiment important de mettre en collectif, voilà, d'arrêter tous ces usages individuels et de remettre, de permettre de la verbalisation, des échanges, des expériences communes pour permettre justement de mieux verbaliser et mieux poser les cadres et les limites, hein, parce que c'est un truc qui revient beaucoup dans le chat quand même. Comment on fait pour s'arrêter? Et du coup, la meilleure manière peut-être de s'arrêter, c'est de jouer ensemble et de faire aussi une charte familiale, mais vous y reviendrez avec famille Num. C'est une excellente transition. Peut-être que les parents peuvent être amenés à s'auto-surprendre, même si on a l'impression d'être une quiche en numérique ou en jeu vidéo, peut-être que vous allez y prendre goût. Donc, le mieux, c'est d'essayer. En effet, on arrive donc aux petits tips d'Axel pour conclure. Je vais parler très vite parce que je voudrais qu'on puisse avoir le temps de prendre quelques questions. Donc,
On a créé il y a maintenant un an un outil pour aider les parents à mettre en place un cadre d'utilisation des écrans à la maison. C'est pas là pour vous dire comment faire ou qu'il faut faire que comme ça, mais pour vous proposer en fait plein de conseils et surtout des arguments pour pouvoir les expliquer à vos enfants et aussi se dire que c'est bien de le faire en famille et peut-être que nous aussi, il faut qu'on regarde un petit peu nos pratiques et il y a peut-être des choses à réguler et vous dire qu'on vient juste de mettre toute une nouvelle rubrique dédiée aux jeux vidéo. Donc, on vous invite à l'explorer, faminum.com, et pareil, vous retrouverez dans le guide ces informations. Vous avez posé pas mal de questions dans ce chat, et il y en a quand même une qui revient quand on a parlé la contrôle parental. Alors, c'est bien, c'est que plein de parents, du coup, ont découvert que c'était possible. Du coup, ils s'inquiètent, Nicolas, ils se disent, si je l'ai pas fait dès le départ, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Voilà, c'est une première question. Et la deuxième qui revient très souvent, parce qu'on l'a très souvent entendu, oui, mais moi, mon enfant, il arrive à... Voilà, mais c'est valable, j'ai l'impression, pour tous les contrôles parentaux. Oui, mais mon enfant, c'est un hacker, il sait faire sauter le contrôle parental. En vrai, on est d'accord, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Nicolas? Ouais, je commence par la deuxième question et puis vous verrez comme je suis pas très doué, j'aurais oublié la première. Non, la deuxième est super importante. En fait, la création d'un profil, c'est quelque chose de sérieux, c'est-à-dire que c'est simple. Donc, c'est la difficulté de l'exercice. On essaie que ça soit simple à paramétrer. Donc, en 5-6 clics, c'est faisable pour le parent, mais c'est sécure. C'est-à-dire que ce qu'on fait n'est pas... Comme c'est adossé à un compte qui est avec un mail que vous devez confirmer. En fait, vous créez un compte. Quand vous achetez la console, vous allez créer un compte qui va être le compte sur lequel va venir s'adosser ce profil que vous allez créer. Et pour le confirmer, ce profil, l'enregistrement de ce profil, on va venir vous demander de le confirmer par un mot de passe, c'est assez classique, sur le mail que vous aurez renseigné. Donc évidemment, je ne nie pas que des enfants de 14, 15, 16 ans sont suffisamment habiles pour pouvoir commencer à essayer de truander la chose et récupérer le mail qui est à l'origine du compte. On est dans la vraie vie, pourquoi pas. Mais c'est quand même relativement sécure. Donc voilà, c'est un premier élément de réponse. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez paramétrer, on va vous demander classiquement quelle est l'adresse mail de création du compte, quel est le mot de passe attaché à ce compte. Et puis ensuite, c'est vous, grâce à ça, qui vous allez vous retrouver dans la petite interface et paramétrer le profil de l'enfant que vous êtes en train de créer. Et vous allez lui dire, toi, tu vas pouvoir y accéder à ton profil en cliquant sur, je ne sais pas, Théo ou Léa, qui est le voilà. Je vous recommande de ne pas donner d'ailleurs son vrai nom. Vous pouvez créer un pseudonyme et elle va se connecter et rentrer dans cet univers-là et pouvoir retrouver les jeux qui sont les siens. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. La deuxième, et j'accélère parce que je suis trop long, mais la première, c'est évidemment oui, vous pouvez paramétrer à tout moment, vous pouvez changer le paramétrage de la console. Comme sur un smartphone, vous savez trouver le bouton réglage assez facilement. En fait, sur une console, il y a un espace réglage. Vous pouvez changer les settings ou les paramétrages en bon français. Et à tout moment, vous pouvez changer parce que votre enfant peut avoir 11 ans, par exemple, et vous considérez que c'est dommage de lui interdire l'accès à des PEGI 12. Il y a des fonctionnalités de console où ce qui est paramétré par défaut, vous pouvez le défaire manuellement et se dire non, il est suffisamment mature, j'ai envie qu'il puisse accéder à des jeux PEGI 12. Voilà. Et j'ajoute juste que sur le paramétrage de contrôle parental, il y a des choses simples, le temps d'écran et à quoi il va jouer, que vous paramétrez sur toutes les consoles, c'est ça que permet le contrôle parental, mais ça permet évidemment sur les choses un petit peu plus avancées de paramétrer plus finement. Je voyais dans le chat, évidemment, vous pouvez paramétrer, est-ce qu'il a accès à Internet via la console? Vous pouvez couper l'accès à Internet via le contrôle parental, ne pas permettre le jeu en ligne. C'est tout à fait possible par le contrôle parental. Vous pouvez limiter, voire totalement interdire les achats in-game, les achats intégrés, c'est-à-dire dans un jeu vidéo, quand il est sollicité, votre enfant pour... alors, il ne le fait pas parce qu'il n'a pas accès à la carte bleue qui est liée à votre compte, mais parfois, des parents veulent donner un enfant qui a 14 ans, vous pouvez l'autoriser à avoir 5, 10, 15 euros de dépenses hebdomadaires pour le jeu vidéo dans le jeu vidéo. Voilà, mais ça, c'est des paramétrages un peu plus fins que le contrôle parental vous permet assez facilement de limiter aussi. Vous pouvez fermer tout ça. Donc parfois, j'entends des parents désemparés et je comprends totalement, mais sur oh là là, il va jouer aux jeux vidéo, mais je veux pas qu'il puisse se connecter avec la terre entière pour jouer. Y compris cette notion-là, vous pouvez le paramétrer. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'il ne faut pas paniquer et il ne faut pas générer de l'anxiété autour du jeu vidéo. C'est-à-dire que plus les parents ont remis en place des
des structures de base, et plus la pratique du jeu vidéo peut rentrer dans un cadre de communication, de plaisir, de bien-être. Ça peut être éducatif, ça peut être tout à fait serein. Axel, pour conclure. Non, j'aimerais qu'on pose encore une question, Louisa. On a encore un petit peu de temps. Et il y a quand même une question qui ressort beaucoup parce que, OK, on a parlé du PEGI, des repères d'âge, mais beaucoup là, de parents nous disent quand même c'est difficile de résister à la pression sociale, notamment. On sait bien, les enfants entre eux, et puis c'est plutôt valorisant quand on a 12 ans de jouer un PEGI 18 et de le dire, et en plus d'être plutôt attiré par des jeux violents, la question de la violence ressort aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être, Vanessa, ou peut-être aussi Kim, a un retour d'expérience sur le sujet, sur comment on gère cette pression, à la fois des jeunes entre eux et puis ensuite des jeunes qui vont transposer cette pression sur leurs parents en leur disant que voilà, s'ils ne jouent pas à ce jeu-là, ils vont être totalement exclus et rejetés par leurs copains. Pour ma part, dans la construction des enfants, faut pas oublier qu'on a tous été des enfants et des ados et qu'on a tous cherché à contourner les règles. Parce que je voyais aussi un commentaire dans le chat qui disait que voilà, il laissait l'opportunité à ses enfants d'aller hacker potentiellement le contrôle parental. Tant que ça fait partie finalement d'une sorte de jeu en famille, tout ça, de jouer un peu au chat à la souris où les parents posent un cadre, mais finalement on sait très bien que l'enfant va chercher à le négocier. C'est fait pour que les enfants grandissent. Il faut après, par contre, protéger les enfants les plus jeunes. Bien sûr, un PEGI 18 ne va pas être joué par un enfant de 8 ans. Hein, soyons raisonnables. Après les PEGI 18, bon, moi, je remets toujours un petit peu en question ces classifications, dans le sens où je pense que c'est les parents qui doivent faire leur propre choix en fonction des contenus qu'ils voient justement dans ces jeux. Et c'est pour ça que j'insiste sur le partage sur YouTube ou Twitch des vrais contenus des jeux vidéo et pas juste des bandes annonces, et pouvoir décider ensemble de ce qu'on fait. Que l'enfant puisse argumenter pourquoi il veut jouer à ça, que le parent puisse expliquer pourquoi dans ses valeurs familiales, ça les heurte, ça va pas. Et tout en étant peut-être dans une posture qui est pas dans l'interdiction, parce que si on dit aux enfants je t'interdis de jouer à ça, l'enfant va contourner les règles d'autant plus que vous lui avez dit de pas le faire. Par contre, si vous dites écoute, à la maison, ça me met mal à l'aise, je ne le souhaite pas, mais par contre si tu tombes dessus avec des copains dans un autre contexte, si tu es choqué, viens me voir. Et je pense que c'est cette posture-là qui est la plus importante, c'est de dire ok, je veux pas de ça pour toi, parce que voilà, je t'explique pourquoi et qu'on argumente. Et par contre, de laisser la porte ouverte si les enfants ont fait des mauvaises rencontres, des contenus choquants, violents, des choses qui les traumatisent plus ou moins, que la porte soit vraiment ouverte chez les parents pour accueillir tout ça, pouvoir en discuter et bien sûr les protéger dans un second temps si besoin. Merci Vanessa. Je vois que Kim, peut-être rapidement, Kim, vous vouliez réagir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Vanessa sur le fait qu'il faut aller regarder sur YouTube et Twitch les gens qui jouent aux jeux vidéo pour savoir de quoi il s'agit. Néanmoins, j'ai joué à des jeux PEGI 18, ils sont violents. On voit des gens mourir, il y a du sang, il y a des fois c'est de l'horreur aussi, des fois il y a des scènes sexuelles pornographiques. Donc vraiment autoriser des enfants de 12-14 ans à jouer à ces jeux-là, je trouve que c'est vraiment problématique parce que j'y ai été confrontée quand j'étais jeune, vers 10 ans, et ça m'a choquée. J'ai été choquée. Je ne l'ai pas forcément bien vécu. Mais je suis aussi d'accord sur le fait qu'il faut en parler quand les enfants subissent une pression de la part de leur père pour que leurs parents puissent leur expliquer pourquoi il ne faut pas jouer à ces jeux violents, comme pourquoi il ne faut pas regarder certains films d'horreur. On ne montre pas des films d'horreur aux enfants, en fait, comme on ne leur montre pas de pornographie. Donc, pour moi, c'est la même chose et c'est pour ça qu'il faut faire attention au PEGI quand même. Ce sera un beau mot de la fin parce que effectivement, quand même, le PEGI, c'est un repère. Et comme l'a dit Nicolas, voilà, comme c'était un message important à faire passer, c'est pas une indication de jouabilité, c'est bien une classification qui est faite par rapport à un type de contenu et au fait que ça va, voilà, que c'est lié à la sensibilité en fait des jeunes, et les critères se basent vraiment sur le degré de réalisme, hein, c'est bien ça Nicolas, et effectivement de la violence très explicite, réaliste,
va être dans des PEGI 16 et 18, et dès qu'on va être dans quelque chose de plus représenté sous forme de cartoon, on va être dans des PEGI 12. On voit qu'on aura encore pas mal de choses à dire. En tout cas, vous allez retrouver les conseils, toutes les ressources qu'on vous a proposées dans le guide. Dès ce soir, il sera proposé sur notre site. On va remercier Louisa. Tu veux peut-être ajouter un petit mot? Non, bien sûr. On espère que ça a été utile. Encore une fois, il y a des extensions à ce webinaire avec plein de ressources que vous allez pouvoir trouver. Voilà. Je parle du site Pédagogeux, qui est un site important aussi. Voilà, on est un collectif, le CEL en fait partie, Internet sans crainte également, l'UNAF et d'autres acteurs. Et c'est un repère aussi pour vous expliquer le jeu vidéo et retrouver plein de conseils. Ça peut être un bon complément aux documents que vous pourrez retrouver. On va remercier et saluer nos invités de cette table ronde sur s'amuser. Et puis, on vous invite à rester puisqu'on va passer dans une autre activité clé de la vie numérique de nos enfants qui est communiquer. Donc, on va… Merci à tous. Merci beaucoup. Rester avec nous surtout et on dit au revoir à nos experts.